Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, on discute avec la députée Émilise Lessard-Terrien, rencontre au sujet de la 10e édition du Music Fest de Belle-Terre, la Petite Broue, une belle réussite témiscamienne, et 2 victoires à domicile pour les Pirates. Bonjour à vous, bienvenue à InfoTémis. La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et porte-parole de Québec solidaire en matière d'agriculture, de pêcherie et d'alimentation, Émilise Lessard-Terrien, a récemment déposé à l'Assemblée nationale une motion concernant le lanceur d'alerte Louis Robert. Nous avons joint la députée par vidéoconférence afin d'en savoir plus sur ce dossier, ainsi que sur son bilan de début de carrière en politique. Ce qui est arrivé, c'est que Louis Robert, qui est un agronome qui travaillait au sein du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui a fait des révélations choc et qui, dans le fond, a voulu dénoncer une situation à l'interne du ministère où on parlait de beaucoup d'ingérence de la part de l'industrie privée dans les affaires du gouvernement et a voulu dénoncer la situation à l'interne, ne s'est pas fait entendre, donc a sollicité un journaliste à qui il a raconté son histoire. Le journaliste a mis cette histoire au grand jour et c'est pour ça que nous, on considère que c'est un lanceur d'alerte, quelqu'un qui a voulu alerter la population pour dénoncer une situation qui touche, entre autres, la santé publique. Et il a été congédié par le ministère sous reproche d'un manque de loyauté envers son employeur. Donc, ça a fait l'objet de beaucoup d'échanges la semaine dernière au Salon Bleu. Donc, les partis d'opposition, dont moi, en tant que critique pour la 3e opposition pour le ministère de l'Agriculture, on a demandé à ce que le ministre réintègre M. Robert au sein de ses fonctions et le compense naturellement pour les pertes encourues parce que ce que M. Robert a fait, c'est qu'il a interpellé la population sur un enjeu qui nous concerne tous, notamment dans l'utilisation des pesticides en agriculture et bien sûr de dénoncer l'ingérence de l'entreprise privée qui sont les vendeurs de ces pesticides-là, entre autres, dans les organisations, entre autres au Sérum, qui est un centre de recherche sur les grains du Québec. Donc, ça fait un petit peu le portrait là, de la situation. Et maintenant que votre motion est déposée, ce serait quoi la suite? C'est quoi le processus? Dans le fond, M. Lamontagne, ce qui nous a répondu en chambre par rapport à la motion, mais aussi parce que je lui ai directement posé la question, c'est que le cas entourant le congédiement de M. Robert a été déposé, il a demandé un mandat à la protectrice du citoyen pour faire la lumière sur ce dossier-là, donc vraiment entourant les circonstances du congédiement de M. Robert. Ce que nous, on reproche au ministre Lamontagne, c'est bon. C'est bien une chose de faire la lumière sur les circonstances du congédiement. Nous, on trouve ça injuste que ce soit le citoyen qui paye, qui soit mis en arrêt sans solde pendant la durée de l'enquête. On aimerait qu'il soit bien sûr réintégré dans ses fonctions dans les plus brefs délais, mais aussi que le ministre prenne en considération ce que M. Robert a voulu dénoncer, c'est-à-dire l'ingérence du privé dans les affaires public et aussi qui s'intéresse au cas précis qu'il a dénoncé, c'est-à-dire que l'utilisation des néonicotinoïdes, qui est un pesticide reconnu tueur d'abeilles, n'est pas si efficace que ça. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas re-questionner, ouvrir le débat plus large entourant l'utilisation des pesticides en agriculture au Québec?
Vous étiez présente lors du congrès de l'Union paysanne. Le ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, qui y est allé d'un discours. En fait, vous en avez pensé quoi de ce discours du ministre de l'Agriculture? Bien, en fait, effectivement, j'étais présente samedi matin dernier au congrès de l'Union paysanne. Je pense que M. Lamontagne a quand même apporté des éléments relativement intéressants dans son discours. D'ailleurs, c'était la première présence d'un ministre de l'Agriculture au congrès de l'Union paysanne. Par contre, j'étais un peu déçue qu'il insiste pas sur les leviers dont il dispose dans son propre ministère pour faire avancer la cause de la petite agriculture, l'agriculture à petite échelle. Et bon, comme ça a été dénoncé dans les médias, ou a plutôt pelleté les plus gros problèmes dans la cour du ministère de l'Environnement, je suis quand même consciente qu'il y a des enjeux au niveau de l'environnement, mais je trouve que M. Lamontagne a un très beau pouvoir entre ses mains de pouvoir faire évoluer la cause de la petite agriculture, l'agriculture à petite échelle. Il y a des leviers vraiment intéressants dans son propre ministère. Je pense qu'il doit travailler d'abord sur les choses qui sont dans son propre pouvoir. Et j'aimerais ajouter aussi que pour le Témiscamingue, pour une région comme la nôtre, l'agriculture à plus petite échelle, ça peut être une avenue très intéressante pour développer le territoire, pour développer l'occupation dynamique du territoire. On a des belles parcelles de terre. Donc, c'est clair que moi, ça, c'est un dossier que je suis de très proche et je vais talonner le gouvernement pour qu'il les actionne, ces leviers-là, dans son propre ministère pour faire évoluer la cause de l'agriculture à plus petite échelle au Québec et notamment dans mon comté. Ça fait un peu plus déjà de 4 mois que vous êtes en poste. Comment ça se passe? Quel bilan vous faites de ce début de carrière en politique? Bien, c'est un bilan qui est très positif. Malgré que ça fait déjà 4 mois, l'expérience ici au Salon Bleu, elle est quand même très restreinte. On a eu 2 semaines avant les fêtes en session intensive. Là, on entame la 2e semaine. Donc là, on commence à prendre le rythme. On a complété aussi l'équipe autant dans le comté, mais l'équipe ici à Québec où on a triplé le personnel de soutien. Donc là, on est vraiment en train de commencer à travailler nos dossiers plus en profondeur avec les nouveaux recherchistes qui nous ont été attitrés. On continue de développer les liens sur le parquet du Salon Bleu avec les différents ministres. Mais là, je sens qu'on rentre davantage dans le costaud de l'affaire. J'ai des rencontres décidulées avec les différents ministères pour des enjeux qui sont très locaux, des enjeux plus nationaux en lien avec mes dossiers. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. J'ai mes attachés qui font un très bon travail sur le terrain dans le comté. Donc là, on peut dire que la machine est en marche, puis je suis très contente. Donc là, on est pleinement fonctionnel. Les prochaines semaines et prochains mois seront très productifs, oui. Et d'ailleurs, vous avez rencontré les organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue récemment. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre-là avec les organismes communautaires? Bien, les organismes qui occupent une très belle place sur la scène régionale, c'est des organismes qui sont très présents dans le milieu, qui vivent avec les coupures du précédent gouvernement. Ça a été un dur coup pour les organismes communautaires qui ont aussi écopé de la perte de services qui étaient autrefois dispensés par aujourd'hui le C3S. Donc, quand la santé perd, c'est un peu repelleté dans la cour des organismes communautaires et eux qui n'ont pas nécessairement le financement qui va avec cette surcharge de travail-là. Donc, on sent nos organismes communautaires peut-être pas épuisés, j'ai envie de dire, parce que j'ai senti que les gens étaient vraiment en mode combatif, en mode solution. Les gens veulent vraiment pallier, trouver des solutions. Donc, ça, c'est intéressant. En même temps, la situation des organismes communautaires en région, elle est quand même similaire à l'ensemble des organismes communautaires de la province. On sait qu'ils ont eu un coup dur avec le précédent gouvernement. Moi, j'ai le plaisir je peux même vous l'annoncer, on va avoir la visite de Sol Zanetti, qui est le porte-parole des dossiers en matière de santé pour la formation politique de Québec solidaire, qui sera dans le comté dans la 2e semaine du mois de mars. Donc, on va le mettre en contact aussi en lien avec les organismes communautaires, parce qu'il y a quand même certaines particularités propres aux régions, quand je pense notamment au transport, le grand territoire que ces organismes-là ont à couvrir donne des enjeux que la Ville de Québec n'aura pas nécessairement, qui est là où ces années-ci sont comptées. Donc, ça va être un beau moment d'échange et les organismes communautaires peuvent compter sur Québec solidaire pour faire valoir leurs différents enjeux. Et en terminant, quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez en ce moment?
En ce moment, au niveau plus local, là, je vais rencontrer la ministre des Affaires municipales plus tard cette semaine pour lui parler de l'enjeu de l'eau à Andelier. Donc, si on peut régler ce problème une fois pour toutes, je vais être très contente. Donc, il y a des choses qui s'organisent à ce niveau-là. Sinon, du côté de Rouyn-Noranda, il y a toute la question des places en CPE. Donc, c'est un enjeu qui est vraiment criant. Donc, on est en train de documenter le dossier. Je reviens à Témiscamingue, là, il y a tout l'aspect aussi... on sait que la MRC a entamé des démarches pour leur incinérateur avec les ententes de gré à gré. C'est aussi rendu dans la cour du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. On a aussi le projet d'Enimiti qu'on continue de suivre de proche. Donc, on sait que l'obtention des droits hydriques, c'est encore dans la cour du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Ensuite de ça, on a rencontré la communauté de Longue Pointe à Wanaway avant les fêtes. Ont des enjeux territoriaux qui méritent là, d'être étudiés, d'être documentés, de mettre les bonnes personnes en relation. Donc, vraiment, sur les enjeux locaux, là, on en a différents comme ça, plus à la pige, où on s'attelle vraiment à faire débloquer les choses. Je pense aussi au Centre Amofet au Témiscamingue avec leur projet de l'obtention de leur carte professionnelle. Donc là, je travaille à obtenir une rencontre avec le ministre de l'Éducation pour qu'on puisse en parler. Donc, ça bouge. Il y a beaucoup de choses là, sur la table à dessin, en plus des différentes choses qui éclatent au grand jour dans l'actualité. Donc, on est un peu soumis aussi à l'actualité quotidienne, là, ce qui nous fait appel à réagir sur différents dossiers qui tombent dans l'actualité. Donc, ça aussi, ça mobilise un peu de notre temps et de nos ressources. Cette année marquera la 10e édition du Music Fest de Belle-Terre. L'événement se tiendra les 19 et 20 juillet prochains. Et voilà que la programmation a été déjà dévoilée via la page Facebook du Music Fest. Des noms comme Arts Emotion, Almost Bon Jovi, Cleo Fuzz et Pop to Rock seront de la partie pour faire bouger et amuser les festivaliers. Nous avons rencontré le directeur musical du Music Fest, Preston Phillips, afin d'en savoir plus sur cette programmation. Il nous raconte aussi ses plus beaux souvenirs des dernières éditions, ainsi que ce que représente le Music Fest. Le Music Fest est une occasion de se retrouver entre amis, puis de venir écouter de la musique dans un festival dehors, d'écouter de la musique qu'on aime. Puis comme je dis là, parfois, souvent au Music Fest, c'est la chance qu'on a de se retrouver, de se revoir. Parfois, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Donc, c'est vraiment c'est familial, c'est amical, c'est régional. Pour la population de Belle-Terre, je pense que ça a une importance aussi. Je dirais que c'est un petit peu la même chose. C'est une façon, c'est une façon de se retrouver, c'est une façon de fêter notre place, c'est une façon de fêter puis de s'ouvrir, d'ouvrir les portes du village pour les autres de la région. Et l'esprit du festival comme tel, on a plutôt pour de la musique plutôt rock, hein? Oui, il y en a pour tous les goûts. Okay. Écoute, on a déjà eu du country, on a eu du québécois, okay. On a eu comme exemple comme des groupes comme Pop to Rock qui viennent nous faire du tout-ski. Du populaire, oui. Ouais, donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ah oui. Donc, 10e édition cette année, la programmation est déjà dévoilée via votre page Facebook. Ouais. On va regarder ça ensemble. D'abord, Arts Emotion, du rock au féminin. Oui, donc c'est un groupe hommage au groupe qu'on connaît tous, Heart, donc le groupe des années 70-80 qui ont fait du rock avec une voix féminine, une guitariste féminine. Ils ont été, s'ils n'ont pas été les premières, ils ont été une des premières à le faire. Donc c'est un groupe, Heart Emotion, viennent de la région de Québec, puis ils s'en viennent nous rocker ça à Belle-Terre, nous chanter tous les classiques de Heart. Est-ce que c'est important pour l'organisation d'amener du rock féminin au féminin? Oui, c'est pas la première fois qu'on le fait. Donc, Dans les années antérieures, on a eu un groupe qui s'appelait Rock au féminin. On a eu ensuite la même chanteuse qui a changé de groupe, ça s'appelait Backbeat. Donc, il faisait un peu de n'importe quoi. Puis c'était une vocaliste féminine. OK. Ouais. Au niveau de la programmation aussi, il y a Hotel California qui vont être là? Oui, ça, c'est un groupe. Eux autres, ils connaissent un succès quand même pan-américain, je dirais. Quand je les ai appelés pour leur demander s'ils pouvaient venir à Belle-Terre, ils étaient en Floride, puis ils s'en allaient en Californie ou en Virginie. Donc, ils font je dirais une vingtaine de shows par année. Okay. Sont connus dans le monde musical, sont connus
dans le monde, je veux dire, dans le monde de l'organisation des festivals de musique et tout ça. Ils ont une compagnie en même temps qui gère d'autres groupes hommages. Donc, André, c'est une personne de Sudbury qui est francophone, puis connaît un succès à travers les États-Unis puis le Canada. Puis il s'en vient nous faire un hommage aux Eagles, donc les chanteurs des Eagles qu'on connaît tous, qu'on a entendu beaucoup. Il y en a certains qui ont jeunessé avec les Eagles. Eagles marient un peu le country et le rock. En tout cas, pas besoin d'expliquer c'est quoi les Eagles, là, fait qu'ils s'en viennent nous faire les classiques de ce groupe-là. Et là, c'est la 10e édition cette année et on souligne ça avec le premier groupe qui est venu lors de la première édition. Oui, la première édition du Music Fest, c'était en 2000. J'avais mis 2009, mais c'était 2010. Donc, vu qu'on est la 10e, on est en 2019. C'était hommage à Bon Jovi, c'était Almost Bon Jovi. Donc, c'est un groupe de la région. Ils ont du Témiscamingue. On a Jason Gauthier à la guitare qui vient d'ici. Ensuite, le chanteur vient de la région du Tri-Town, Haileybury. Donc là, pour le 10e anniversaire, ils viennent vous présenter leur hit de Bon Jovi. Je pense que ça va fêter fort. On va se rappeler des bons souvenirs aussi en même temps. Je pense que oui, comme je dis, il y en a pour tout le monde, surtout cette année. Et vous laissez aussi, en plus de ce groupe-là, d'autres groupes témiscamiens, d'origine témiscamienne, donc Cléophose et Pop to Rock qui reviennent cette année? C'est très important pour nous, le festival, depuis le début, de présenter des groupes témiscamiens, des groupes de la région. Donc, cette année, on en a 3. On aime ça en avoir, peut-être qu'on va aimer ça en avoir plus de groupes témiscamiens. Donc, la musique au Témis, c'est fort. Il y a beaucoup de musiciens au Témiscamingue, il y a beaucoup de groupes de différents styles. Donc, nous, on aime ça accueillir le plus possible les groupes du Témiscamingue. Donc là, on a Cléophose qui vient de sortir un album. Ils font fureur un peu partout, on va dire, dans le monde. Puis, c'est un honneur de les avoir à notre festival. Puis, personnellement, c'est un style de musique qui m'accroche beaucoup. Donc, c'est un coup de cœur pour moi. Je me paye la traite. Puis, il va y avoir beaucoup de fans de Cléophose là, j'imagine. Pop to Rock, écoute, ils font du n'importe quoi. Ils sont très versatiles. Ils ont une chanteuse qui a quand même un bon range de vocal. On a un excellent guitariste, des très bons musiciens. Puis, ils sont connus dans la région. Puis, ils vont venir nous faire danser et chanter jusqu'aux petites heures du matin. Oui, c'est ça. Ouais. C'est votre 2e année en tant que directeur musical du Music Fest de Belle-Terre. Est-ce que votre histoire d'amour ou d'amitié, en fait, avec le Music Fest, est-ce que ça remonte à plus longtemps que ça? Ça date depuis la toute première édition. J'étais là autour de la table quand on a décidé du nom du festival quand Capou était là, d'ailleurs. Donc là, c'était Capou qui a commencé le festival. Il a passé le flambeau à M. Roger Nantel. Et puis lui, il m'a fait l'honneur de me passer le flambeau. Donc moi, je suis tout fier de ça. Puis on continue le festival, puis on veut grossir, donc c'est ça. Là. Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, qui est Preston Phillips? Ah, c'est une bonne question. Je suis un gars de Belle-Terre. Je joue de la musique. On me connaît peut-être d'ailleurs si je suis chanteur de Mother Nature, le groupe Mother Nature qui a sorti des albums dans les dernières années. On en sort un cette année. Je chante pour le groupe Bullseye maintenant depuis quelques années. Donc Preston Phillips, c'est un gars de musique. Fait que là, je suis en tête de la programmation musicale d'un festival de musique. Fait que ça fait partie de moi. C'est quoi vos plus beaux souvenirs des 10 ans du Music Fest? Les plus beaux souvenirs, à toutes les années, quand je pogne toujours un petit moment de clarté, on pourrait dire, d'un genre d'éveil, quand le groupe principal joue. Cette année, on est chanceux, on en a plus qu'un, on a 3. Donc, quand le groupe principal joue, le samedi soir surtout, puis je vois que tout le monde a du plaisir, puis même avant que je fasse partie de l'organisation, c'est toujours un wow que se dire qu'on a parti ça, on organise ça, tu sais, fait qu'avec les bénévoles qui viennent travailler, donc sans les bénévoles, ça serait impossible. Puis tout l'ouvrage qui a été mis là-dedans pour ce moment-là, fait que c'est donc les plus beaux souvenirs, c'est des moments comme ça. À toutes les années, il y a au moins minimum un moment comme ça, puis je vis pour ce moment-là, puis c'est les plus beaux souvenirs des 10 dernières éditions, c'est ce moment-là. Donc, 10e édition cette année, les 19-20 juillet prochains. La programmation est dévoilée. Il y aura peut-être des surprises, est-ce que j'ai entendu dire? Oui, donc la programmation, c'est ça qu'on a à date. C'est pas coulé dans le rock. On a un genre d'horaire qu'on a fait, mais c'est vraiment, il n'y a rien de coulé dans le ciment encore, dans le béton.
Mais on peut s'attendre à d'autres groupes qui viennent se rajouter, pour un groupe certain qui vient se rajouter à la programmation. Donc, restez des notes sur la page Facebook, puis on pourra en savoir plus. Donc, tous les détails sur la page Facebook, le Music Fest de Belle-Terre. Merci beaucoup, M. Phillips. Merci. Dans le cadre de la 50e édition du Festival du Poisson d'Anglier, l'équipe de La Petite Broue présentait pour une 44e fois sa pièce remplie de personnages aussi colorés les uns que les autres. Afin d'en savoir plus sur la composition et les résultats que donne cette production témiscamienne, nous avons rencontré un des responsables, M. Carole Racine. Si on faisait d'abord l'historique de La Petite Broue, c'est parti d'où, ça, ce spectacle? L'historique, c'est parti d'une connexion que j'avais, qui m'a envoyé un petit peu de texte. Après ça, ça a commencé à Tursault. J'avais une groupe d'amis, le Club Optimiste, là-bas. On a monté la pièce, on a créé des personnages. On avait une femme, on a créé le rôle de la femme de ménage dans la pièce. On a créé d'autres rôles pour avoir du fun. Il fallait faire des levées de fonds là-bas aussi. OK. C'était en quelle année, ça, à peu près? En 86. OK. Puis, après ça, on l'a emmené au Témiscamingue. On l'a fait avec un groupe. On l'a fait au 75e de Fouerville. Ce groupe-là, on l'a fait 4 fois. Après ça, les chevaliers de colon du secteur S. Eux autres, il y avait au moins d'une levée de fonds pour payer le costume, le cérémonial. Fait qu'on a monté la pièce. Eux autres pensaient la faire une fois. Moi, je vous avais dit, on va la faire au moins 4 fois, cette pièce-là. Là, la dernière qu'on a faite à Anglier, le samedi passé, c'était la 44e fois qu'on la faisait. Donc, c'est parti d'une petite idée de rien, puis c'est rendu gros, là, la oui, Petite Broue. Oui, c'est un organisme à but non lucratif. Les acteurs, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On charge, dépendamment de la place qu'on le fait. Au Témiscamingue, on va charger 500 pièces. Si on va à Rouen, on charge 800. On était à Abidjan, on a chargé 2000. On paie nos dépenses, style M. Claude-Henri Gemme qui reste à Saint-Jovite, qui descend chaque fois. Lui, on lui donne 120, 130 pièces pour son essence. Après ça, on paye d'autres petites dépenses. Puis le restant, on donne ça aux Chevaliers de Colomb pour les œuvres des Chevaliers de Colomb. D'après M. Rémi Riendo, il s'est fait alentour comme 10 000 pièces qu'on donne aux Chevaliers de Colomb avec les revenus indirects de la pièce qu'on lui a donnée pour les œuvres des Chevaliers de Colomb. La Petite Broue, ça le dit, c'est inspiré de la pièce Broue. Est-ce que c'est la même chose? C'est différent. On a une femme de ménage. D'abord, ça se passe dans une taverne. Oui, c'est ça. On parle de ça. Une femme de ménage, on a des rôles. Si je compare à Broue, Broue, c'est des petits sketchs un à côté de l'autre. Nous autres, si vous voyez la pièce, vous apercevez que la pièce se tient d'un bout à l'autre. C'est des séquences. Un acteur qui rentre, un autre qui sort, un acteur qui rentre, un autre qui sort. Puis il y a des anecdotes qu'on raconte d'affaires-là. On va parler des gens de la place, certaines activités, certaines anecdotes. Le gars chaud, nous autres, le gars chaud qui est là, on prend 2 figurants dans la salle. Quand on l'a fait en Anglier, on a pris Karine Barrette, qui était la présidente. Du Festival du Poisson. On lui a dit, par contre, 10 minutes avant la pièce, que c'était elle qu'on assisait on était pour asseoir sa scène. On lui a vendu à la taverne. Tu vois, la taverne appartient à quelqu'un de connu dans la place. On l'a vendu, c'était à Karine, c'était inscrit taverne chez Karine Barrette. Mais là, on a joué un petit tour à Alain, qui est un de nos acteurs réguliers. On lui a vendu à la taverne, à lui. Fait qu'on a parlé beaucoup, on a beurré ça assez large, un peu, on a eu du fun. Le but, c'est de faire rire. Ouais. Le but, c'est de faire rire. On ramasse certaines anecdotes qu'on va ramasser dans la place, qu'on va incorporer dans la place, dans le texte, dans la pièce. On dit que c'est qu'on a improvisé, on n'a pas de misère. Improvisé, on n'a pas de misère. Ce qu'on a de misère, c'est suivre le texte. Il y a des jeux de scène, il y a des affaires les gens qui sont venus, on dit « Ah, mon Dieu, c'est bizarre de faire ça. » Oui. On a du fun. On a beaucoup de plaisir à jouer la pièce. Donc, si je comprends bien, La Petite Broue va s'acclimater selon l'endroit où vous êtes, où vous faites la présentation. Oui. Qui fait ces textes-là? Oh, c'est de l'improvisation. L'improvisation, à force de le faire, à un moment donné, on regarde. Mais vous avez une base quand même. C'est certain qu'on a. Oui, le texte de Broue, oui, on a une base, le texte, là. Samedi soir, juste avant la pièce, je regardais, il y avait certains acteurs qui regardaient le texte. Là, je trouvais ça très drôle parce que j'ai dit, tout le monde le sait par cœur. Les acteurs vont laisser tout par cœur, les rôles de tout le monde. On sait quand il y en a un qui, puis il a sauté 2 lignes, puis il revient, OK, il a dit ça là, il est rendu là. Il y a des jeux de scène que des gens m'ont dit, ça c'est improvisé. Non, ça fait partie de la pièce. Okay. Ça fait partie de la pièce. Ça a l'air improvisé, mais il y a des affaires que ça fait partie de la pièce à chaque fois. On compte des histoires comiques un peu. Faut dire qu'on compte souvent les mêmes histoires. Les gens
rit de bon cœur à chaque fois. On a beaucoup de plaisir à jouer la pièce. Des histoires qui se racontent peut-être pas à la télévision, mais qui se racontent en là. spectacle, Oui, c'est oui. ça. Il n'y a rien de déplacé dans la pièce comme telle. Il n'y a rien de déplacé. On a du fun. On a du plaisir beaucoup à la faire. Est-ce que la troupe, la gang que vous êtes, est-ce que vous pratiquez? Jamais. OK, c'est vraiment On pratique pas improvisé à chaque fois. C'est pas improvisé, on sait tout le rôle par cœur. De même que la pièce commence, on sait les répliques d'un, de l'autre, d'un. Là, on disait au 50e, on va mettre les rôles dans un chapeau et on va les faire. Mais là, il y en a qui ne veulent pas faire mon rôle. J'ai de la misère avec eux autres. Là. Mais ça sera le fun. Ce sera le fun pour dire qu'on la connaît, qu'on pourra faire ça. On pourra faire ça, arriver à 10 minutes avant, tirer les rôles, puis toi, tu le fais celui-là. Ça serait agréable à regarder, ça, je suis certain de ça. Est-ce que vous cherchez encore des comédiens? Est-ce qu'il y a de la relève? Qu'est-ce que ce sera la suite pour la petite Brou? À titre d'exemple, notre femme de ménage, c'est la première fois qu'elle le faisait. Okay. La femme de ménage, on a de la misère avec notre femme de ménage. Pourtant, elle a un bon rôle dans la pièce. Les gens qui l'ont vu, on voit qu'elle a un bon rôle dans la pièce. C'est le personnage qui change souvent. Mais les autres, non, des acteurs nouveaux pour jouer dans la pièce. M. Barrette, Alain Barrette, je pense que ça fait 15 fois qu'il fait la pièce à peu près. Lui, c'est notre plus petit nouveau. Mais les autres, là, on est là depuis le début. Sur les 44 représentations, on a 2 acteurs qui n'ont pas manqué. Il a fallu à un moment donné remplacer le gars de bicycle, Lavabo, qui s'appelle dans la pièce. Il a fallu remplacer le waiter, le barman. Ça, c'est assez touché parce que lui, il est toujours sur la scène. Ouais. Comme au commencement, la personne qui fait le gaucho, M. Barrette, il avait juste ce rôle-là. Il était sur la scène tout le temps. Mais là, on lui manquait un personnage pour un autre rôle. Fait qu'on a dit à M. Barrette, là, tu vas aller faire des commissions, tu vas rentrer dans ton autre rôle. Après ça, tu ressortiras, puis tu reviendras avec ton sac de commission dans l'autre rôle. Mais il faut dire que tous les comédiens, vous faites plusieurs rôles d'avance. Oui, oui, tout le monde fait 2 rôles. Tout le monde fait 2 rôles minimum. Fait que oui, on a beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. Où est-ce qu'on peut s'informer, M. Racine, si on veut, par exemple, engager la petite Brou, faire une levée de fonds? Vous vous informez directement à moi ou à un des acteurs. On appelle ça prendre les contrats. Là. Tous les acteurs peuvent le faire. Là, on regarde Claude-Henri Gemme, il reste à Saint-Jovite. Là, il est en train de regarder pour un contrat peut-être à Saint-Jovite. On aimerait ça se déplacer. On a été à faire à Béjaim, à Rouyn-Noranda. On était faire à Dubuisson, Tachereau, Sainte-Germaine-Boulay, Virginiatown. Au Témiscamingue, on l'a fait plusieurs fois. La place qu'on l'a fait le plus, c'est à Notre-Dame-du-Nord. Oui. Très bon belle public. réussite. Hein? Très bon public, Notre-Dame-du-Nord. Angly aussi, c'est un très bon public. On fait attention. Il y a des places qu'à un moment donné, il y avait des tannants dans la salle. Ça, on les a saisés un peu. C'est pas la place, puis on fait bien attention pour que tout le monde trouve agréable la représentation de la pièce. Et la question qui tue en terminant, est-ce que vous buvez vraiment de l'alcool durant la soirée, les comédiens, ou c'est de l'eau? Malheureusement, oui, on boit de l'alcool. C'est la paye pour les acteurs, c'est l'alcool qu'on boit. Vous dire qu'on en boit moins, là. Et j'imagine que ça apporte aussi des situations peut-être un peu plus drôles. On a du plaisir, on a du fun. Les gens sont assez cléments avec nous autres, puis on a du fun avec eux autres, puis ça fait une belle complicité avec le public. Oui, il y a des fois, comme à la fin de la pièce, des fois, on se demande, ouais, on a-tu fait ça, on a du plaisir, Le but, c'est de faire rire et avoir du plaisir. Puis, habituellement, les gens qui viennent voir la pièce ne sont pas déçus. Et précisons qu'il y a toujours un service de raccompagnement à la fin pour la sécurité de tout le monde. Oui, il y a un service de raccompagnement. Les gens qui veulent qu'on joue la pièce pour eux autres, ils peuvent communiquer avec n'importe quel acteur, communiquer avec moi. Puis on s'entend à ce moment-là sur la date d'affaire là, parce que là, on est une gang de retraités, mais il y en a qui vont dans le sud, là, des fois, il en manque. C'est question de timing, mais on est quand même assez disponible. Puis nous autres, les fonds de ça vont pour les Chevilles de Colomb, pour les œuvres. On le fait, à titre d'exemple, on l'avait fait pour changer la fournaise de l'église, il y a plusieurs années. En ce moment-là, nous autres, on a chargé 500$. On a payé nos dépenses, puis le montant qui est resté, on l'a redonné à la fabrique pour payer ça. Quand c'est des œuvres vraiment... On a donné, à date, ça fait, je pense, 13 ou 1400$ qu'on donne pour Mission Tournesol. Tu retrouves, c'était
une affaire qui est très intéressante, très importante pour les gens du Témiscamingue. Quand il y a des œuvres comme ça, on va s'impliquer et on va donner. Les Chevaliers de Colomb vont donner pour ça. Les Pirates de Ville-Marie ont offert 2 victoires à leurs partisans la semaine dernière. Tout d'abord, une victoire de 4-2 contre les Rattlers de Bradford le 7 février. Et 2 jours plus tard, les Pirates ont totalement dominé les Knights de Meaford avec une victoire sans équivoque de 12-2. Les détails avec notre journaliste Francis Prudhomme. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Les Pirates ont collé 2 victoires consécutives devant leurs partisans les 7 et 9 février derniers. Tout d'abord, un duel épique entre les 2 premières équipes au classement, alors que les Pirates accueillaient leurs grands rivaux, les Rattlers de Bradford, à l'Arena Frère Arthur Bergeron. Un match remporté 4-2 par les hommes d'Alain Mercier. 2 jours plus tard, les Knights de Meaford rendaient visite aux Pirates. Un match où Ville-Marie a complètement dominé son adversaire pour l'emporter facilement 12-2. Lors du match contre les Rattlers, les Pirates prennent les devants alors que Pierre-Olivier Bourque s'empare d'un retour de lancer pour marquer son premier but avec les Pirates. Plus tard dans la période, le gardien Jean-Mathieu Ouellette effectue un bel arrêt alors que son équipe évolue en infériorité numérique. Les Pirates complètent la première avec une avance de 2 buts après le super but en échappé de Justin Rivet. Dans le fond, avec mes 2 compatriotes, compagnons de trio, là, Blanchette puis Bourque, là, ça allait bien. Là. À soir, c'était la première fois que je jouais avec eux autres, puis ça allait vraiment bien. Sur mes buts, il m'a fait une coupe de passe, là, Blanchette, sur mon but, là, puis c'était une belle passe. Là. Blanchette, il arrive du junior 3A, puis Bourque et tout, là, au début de l'année, fait que c'est sûr que ça m'aide beaucoup. L'année passée, je venais voir les games, là, puis je me disais, je voulais venir jouer ici un moment donné, là, c'est sûr. Ouais, l'ambiance de l'aréna, c'est fou, là. Tout le monde crie, puis go, Pirate, go, là. J'adore, là, pour vrai. Puis la gang est fou, là. Le pointage demeure échangé après 10 minutes de jeu en deuxième. Puis, les Rattlers s'inscrivent au pointage. Avec moins de 30 secondes à faire à l'engagement, Cédric Terrien creuse l'écart. C'est 3-1 en faveur des Pirates après 40 minutes de jeu. En début de troisième, les Rattlers marquent à nouveau. Mais le gardien Jean-Mathieu Ouellette ne cédera plus du reste du match et Cédric Terrien clôt le débat en marquant son 2e but du match dans un filet désert. Victoire des Pirates 4-2. Au début, on a eu des belles chances. Puis, ça rentrait pas, par exemple. Le goaler au bord faisait des gros arrêts. Puis par la suite, les choses sont enclenchées. Puis on a eu la monnaie de notre pièce. Là. Ça a commencé à rentrer. Puis une autre grosse victoire encore à soir. Cette année, dans le fond, en 4 matchs, on a eu 3 victoires, 1 défaite. Donc, on rentre dans les séries confiants si on a à les repogner. Le 9 février, les Pirates étaient tout simplement trop forts pour leurs adversaires, les Knights de Meaford. Ils inscriront d'ailleurs 4 buts dès la première période. Cédric Terrien poursuit sur sa belle séquence en marquant 2 fois en première période. Lui qui enfile les buts à un rythme effréné depuis quelques matchs. Super content du travail de Cédric Terrien. Ça a été vraiment une surprise au camp d'entraînement cette année quand il est arrivé. C'est un petit gars qui voulait avoir une chance, tout ça. Donc, on l'a amené au camp d'entraînement. Il a vraiment fait sa place parmi l'équipe. Je te dirais que depuis les fêtes, il a élevé son jeu d'un cran. On veut juste que ça continue. C'est un gars qui a un bon tempérament. Il veut amener du leadership aussi. C'est un gars passionné. Puis, il y a vraiment, je pense que tout le monde l'apprécie dans la chambre aussi. Puis, sur le jeu, c'est vraiment un bon leader pour nous autres. Fait on est vraiment content de son travail, autant en défensive qu'en offensive. Puis, quand on le regarde dans les pratiques, c'est un gars qui se défonce, tout ça, donc ça paye dans les matchs. Ouais, moi, je suis un gars qui aime pas mal les matchs intenses comme ça, des matchs qui comptent, un peu comme des matchs qui s'en viennent dans les séries. Puis, avec mes compagnons de trio, que ce soit avec Bloom, Belle-Rose, j'aime bien ça, on a une belle chimie ensemble. Puis, c'est ça, on produit des beaux jeux, on produit des buts, puis on gagne, fait qu'on continue comme ça. Nicolas Belle-Rose et Vincent Blanchette ajouteront chacun un but. C'est 4-1 en faveur de Ville-Marie après la première période. Je te dirais qu'on s'est préparé d'avance là, pour ce match-là. Ils nous ont battus quand même 2 fois cette année. Puis, nous, ce qu'on voulait, premièrement, c'est de rester disciplinés. On était conscients que c'était leur 3e match en 3 jours. On était conscients que ça allait peut-être pas avec la même équipe que les 2 matchs qui nous ont battus. Mais on voulait rester discipliné, on voulait pas se mettre dans le trouble là, avec les séries qui arrivent dans 3 matchs. Là. Fait que, regarde, on a resté collé à notre plan de match, puis ça a bien fonctionné. En deuxième, le festival offensif se poursuit pour les Pirates. À preuve, Nicolas Belle-Rose et Cédric Terrien compléteront tous les deux un tour du chapeau pendant la période. Moi, Terrien puis Bloom, à ce soir, ça a vraiment bien fonctionné. Puis regarde, quand ça arrive, là,
Il y a un chiffre, là, je pense qu'on a fait 2 shots, les 2 ils ont rentré, puis les 2 on a fait notre tour de chabot sur le même chiffre. Et quand ça arrive, je veux dire, c'est de la chance, c'est que tout vire de notre bord, puis c'est vraiment plaisant. Ça arrive pas souvent, fait qu'on en profite. Alex Montreuil, Josh Labelle, Maxime Burellier et Carl-Étienne Saint-Fleur ajouteront leur nom au sommaire. Ouais, c'était un bon match. J'étais dedans. Ça fait du bien de jouer un peu le hockey que je joue comme d'habitude. Mais là, j'étais dedans, j'ai marqué, c'était bien. J'ai retrouvé la voie du filet, ça fait du bien un peu. Bon, au début, c'était un match de play-off. Là, on était tous prêts. On se préparait pour nos play-offs un peu. Après, au bout de 4-1, on s'est un peu laissé aller, mais après, on a repris le dessus. Genre, on baissait pas le rythme. Les Pirates sont en avance par 10 buts après 40 minutes de jeu. En troisième période, les Pirates lèveront le pied, ne marquant qu'à une seule reprise, et réussiront à éviter le piège de tomber dans l'indiscipline, alors que Meaford tente de les provoquer, tant vocalement que physiquement. Ouais, il fallait rester focus. C'était les directives du coach, pas tomber dans leur panneau pour pogner des 10 minutes ou des punitions stupides. On est resté focus et ça s'est pas bien passé. À chaque fin de période, là, on se disait que ça servait à rien de rentrer là-dedans, ça servait à rien de rentrer dans leur jeu. On savait pas comment ils allaient réagir. Finalement, c'était pas si pire. Il était pas vraiment vicieux ou salaud, mettons. Là. Fait que non, ça a quand même bien été. Puis on le disait aux gars, on le disait tout le temps sur le banc, c'était la discipline la clé. Puis regarde, ça a fonctionné. C'était une excellente victoire. Puis... C'était le mot d'ordre là, entre la deuxième et troisième période, surtout, d'essayer de garder notre sang-froid, tout ça. Ils ont essayé de nous provoquer. Il y en a qui passaient devant le banc, disaient des choses, tout ça, mais quand tu mènes par 10 buts, là, même si tu te fais dire des affaires, à un moment donné, il faut que tu sois capable de prendre les choses à la légère. Veux pas, quand tu mènes par une grosse avance comme ça, faut pas se laisser déconcentrer. Victoire facile des Pirates, 12-2. Je pense que dès le début du match, on a quand même imposé notre vitesse là, aux Knights de Meaford. C'est une équipe qu'on avait eu du trouble contre. C'était quand même notre bête noire. Ils avaient gagné 2 fois contre nous. On avait remporté juste une fois. Ce soir, on a vu, là, justement, on a fait beaucoup de travail dernièrement. On a amélioré notre défensive, notre offensive aussi depuis les fêtes avec certaines acquisitions. Puis là, on voit que la machine là, était super bien calibrée aujourd'hui. Fait qu'on est bien content du résultat final. Un reportage de Francis Prudhomme pour TV-TVIS. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Une toute nouvelle application mobile existe maintenant pour faire la prévention du suicide et de la sensibilisation auprès des adolescents de 12 à 17 ans en région. Il s'agit de l'application Réseau, qui veut dire un réseau qui écoute, soutient et oriente. Réseau incite les jeunes à mettre en place des mesures pour maintenir une bonne santé mentale et ouvrir le dialogue. Avec l'application, les adolescents doivent choisir 4 personnes qui formeront leur réseau, idéalement au moins un adulte de confiance. Chacune de ces personnes, une fois ajoutée, recevra un message et sera redirigée vers le site Internet complémentaire à l'application réseau.cool, où il y aura toutes les informations et ressources pour soutenir l'adolescent. L'application est géolocalisée et les services seront donc offerts aux jeunes en fonction d'où ils se trouvent. Exclusivement Témiscabitibien, le but est que ce nouvel outil soit éventuellement disponible à travers la province. Réseau est disponible gratuitement dès maintenant sur Google Play Store et sur Apple Store en français et en anglais. Un guide pédagogique sera éventuellement disponible pour que tous les adultes ayant envie d'utiliser efficacement Réseau sachent comment le faire. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le MFFP, invite la population à s'exprimer sur les coupes de bois et autres travaux inscrits dans les plans d'aménagement forestier intégrés et opérationnels, ce qu'on appelle les PAFIO de l'Abitibi-Témiscamingue. Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt publique. Les plans en consultation indiqueront les secteurs où l'on pourrait effectuer de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage, etc. Des chemins et des infrastructures devront également être construits ou améliorés pour accéder à ces éventuels chantiers. Les professionnels du ministère souhaitent donc entendre les utilisateurs de la forêt sur leurs préoccupations en lien avec les travaux potentiels. Vous êtes invités à venir les rencontrer à l'une ou l'autre des séances d'information. Et pour le Témiscamingue, rendez-vous à la salle Le Pavillon de la Verlochère. C'est le lundi 18 février de 17h à 18h30. Et pendant toute la durée de la consultation, vous pourrez aussi accéder au PAFIO et soumettre vos commentaires en ligne sur le site web du MFFP. Et vous pourrez aussi vous présenter dans un des bureaux du ministère aux heures habituelles de bureau.
Les producteurs de bovins et les propriétaires de chevaux dans la région vivent une pénurie de foin pour nourrir leurs animaux. C'est ce que précise la journaliste Émilie Blais sur le site Internet de ici Radio-Canada Régional. Le foin devient ainsi une denrée plus rare, ce qui fait augmenter les prix. Le manque de foin n'est pas une surprise pour le syndicat des producteurs de bovins d'Abitibi-Témiscamingue. Le président Stanislas Gachet a indiqué qu'avec les conditions climatiques connues la saison dernière, il voyait venir la problématique au niveau des récoltes de foin depuis le mois de juin dernier. Selon lui, plusieurs personnes ont pu s'y préparer. Je le cite à ce sujet. En premier, on essaie toujours quand même d'avoir une petite réserve sur les fermes. Après ça, c'est sûr qu'il y a aussi des aliments de substitution. On peut prendre des céréales, on peut les alimenter avec éventuellement de la paille puis du grain, comme du maïs ou de l'orge. Mais le premier plan qu'on applique en général dans ces années-là, c'est qu'on trie un peu plus fort les animaux, c'est-à-dire que ceux qui sont moins productifs, on les envoie à la réforme pour éviter de les nourrir pour pas grand-chose ou pour rien. Fin de la citation de M. Gachet. Les producteurs laitiers et bovins recherchent tous une certaine qualité de foin qui répond aux exigences de leur troupeau. Et selon M. Gachet, une année normale, une balle ronde de 4 par 5, ça se détaille environ de 25 à 30 $. Et des années comme cette année, ça monte jusqu'à 35, même 40 $. M. Gachet est tout de même confiant pour la prochaine année puisque l'épaisseur de la neige protège davantage les plantes du gel. L'Unité de recherche et de développement en agroalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue, l'URDAAT, est en pleine transformation alors qu'elle s'était concentrée pendant plusieurs années sur des projets de recherche sur les fourrages et la production bovine en terre nordique. Oui, elle étudiera désormais davantage les propriétés des sols. Tel que décrit par la journaliste Émilie Rivard-Boudreau sur le site Internet de La Terre de chez nous, la venue de Vincent Poirier, le professeur qui dirige les projets de la station de recherche de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, apporte un vent de fraîcheur. Celui qui était originaire de Québec est arrivé à Notre-Dame-du-Nord il y a 1 an. C'est un spécialiste des sols, particulièrement en ce qui concerne leur capacité à stocker le carbone, une expertise qui est véritablement dans l'air du temps. Si les Témiscamiens se moquent parfois du stationnement vide de la station de recherche, la situation changera prochainement. 9 personnes feront leur entrée dans l'équipe d'ici le printemps, 5 étudiants, 2 stagiaires, un chimiste et un professeur. D'ailleurs, M. Poirier reçoit beaucoup de propositions pour admettre des étudiants. Parmi les recherches en cours, on retrouve celle de l'étudiante à la maîtrise Iba Ben Mohamed à partir d'analyses de sol de champs de la ferme expérimentale fédérale de Normandin au Lac-Saint-Jean. Elle tente de comprendre l'incidence qu'ont les mélanges fourragers et la gestion des animaux au pâturage sur le stockage du carbone et la biomasse racinaire. Pour M. Poirier, les résultats sont prometteurs. Contrairement aux orientations prises dans les dernières années avec la commercialisation du bœuf à l'herbe Vitalipré, la production bovine est pratiquement disparue des cartons de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et à cet effet, le professeur Vincent Poirier refuse de dire que les recherches passées sont restées vaines. Il précise que l'expertise acquise sur les plantes fourragères demeure et que quelqu'un va entrer en poste et exploiter ce créneau-là, mais sous un axe différent. L'Unité de recherche et de développement en agroalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue fait d'ailleurs appel à son ancienne directrice scientifique, Carole Lafrenière, pour mettre en place une équipe de recherche en sol plantes fourragères et travailler sur un projet qui aura pour but d'analyser la qualité de l'ensilage et les meilleures pratiques de gestion qui existent dans différentes régions au Canada. Afin de mieux communiquer avec leurs employés venus de l'étranger, des entrepreneurs suivent des cours d'espagnol à Notre-Dame-du-Nord. C'est ce que nous apprend la journaliste Tania Neveu dans un article publié sur le site de ici Radio-Canada Régional. Plus d'une vingtaine d'entrepreneurs agricoles ont décidé d'apprendre l'espagnol. Le collectif en formation agricole offre 10 cours d'espagnol jusqu'en avril pour aider les agriculteurs à assurer une meilleure gestion des travailleurs hispanophones. Les cours sont donnés à Notre-Dame-du-Nord et en ligne via une plateforme interactive. La formatrice Natalia Zuazua-Melon souhaite que les participants acquièrent le vocabulaire nécessaire pour bien converser avec les travailleurs hispanophones. Elle précise que c'est surtout pour connaître le vocabulaire de base dans une ferme, soit laitière, de transformation ou encore de pommes de terre, et parler de la machinerie et des verbes les plus communs. La formation connaît beaucoup de succès. Le groupe est à sa pleine capacité et le président de l'Union des producteurs agricoles en Abitibi-Témiscamingue, Pascal Roux, estime que cette formation était réclamée par les entrepreneurs agricoles. Selon lui,
Le nombre de travailleurs étrangers dans la région a doublé depuis 2 ans. La formation pourrait d'ailleurs être offerte à nouveau puisque des participants se sont inscrits sur une liste d'attente. Autre sujet maintenant, le conseil de bande de Témiscamingue First Nation devait consulter sa population le samedi 9 février dernier, mais a reporté à une date ultérieure son référendum auprès des membres de sa communauté sur le projet de Norton Herbal Supply. Selon les informations recueillies par Lise Millette de ICI Radio-Canada Régional, cette consultation des membres avait été annoncée lors d'une séance d'information tenue le 15 janvier dernier, à laquelle une 50aine de personnes avaient assisté à l'aréna de Témiscamingue First Nation. Le couple à l'origine du projet, Richard Ball et Taylor Paulson, a présenté son plan d'affaires pour ce commerce qui avait d'abord ouvert ses portes à la hâte le 1er janvier pour refermer aussitôt. L'entreprise souhaite ouvrir un comptoir de vente de produits du cannabis sur le territoire de la communauté, près de la ville de Notre-Dame-du-Nord. Entre cette soirée d'information et la tenue du référendum, la ville de Notre-Dame-du-Nord et la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, ont exprimé des inquiétudes par rapport à ce projet. Il est pour le moment impossible d'affirmer toutefois que ces préoccupations sont à l'origine du report du référendum. La loi encadrant le cannabis prévoit à l'article 62 qu'il est possible d'adapter aux réalités autochtones les mesures prévues par la loi. Cela laisse place à une large interprétation. Et précisons que des boutiques de vente du produit du cannabis existent déjà sur d'autres territoires autochtones, notamment dans la communauté de Kanesatake. Selon un récent article publié par la journaliste Tania Neveu sur le site de Radio-Canada Régional, 2 femmes du Témiscamingue vont ouvrir une costumerie cet automne. C'est le nom qu'elles ont donné temporairement à leur nouvelle entreprise de location de costumes. Manon Bergeron et Carole Richaud offriront des costumes pour les fêtes, l'Halloween, les soirées costumées ou encore des pièces de théâtre. Les 2 femmes ont mis la main sur plus de 500 costumes et 100 perruques. Manon Bergeron a expliqué que dans le temps des fêtes, elle a vu passer sur les petites annonces Facebook qu'une dame vendait son inventaire de costumes à Amos. C'est alors qu'elle a pensé que ça serait intéressant comme projet. Ainsi, les gens pourront réserver leurs costumes par l'entremise de Facebook jusqu'à ce qu'elles ouvrent un local destiné à entreposer les costumes. Il y aura un service sur rendez-vous ainsi qu'un catalogue pour faciliter les choix de location. Un concours sera d'ailleurs lancé prochainement pour trouver le nom officiel de la nouvelle entreprise. Des élections partielles se tiendront prochainement dans la municipalité de Nidlek. Au poste de conseiller numéro 5, 2 personnes ont soumis leur candidature, soit M. Gaétan Falardeau et Mme Guylaine Racine. La date du vote par anticipation est le 17 février 2019 de midi à 20h et le scrutin, lui, est le 24 février 2019 de 10h à 20h. En terminant, je vous rappelle que les journées de la persévérance scolaire se déroulent du 11 au 15 février sous le thème « Nos gestes, un plus pour leur réussite ». Cette thématique vise en fait à illustrer la force de l'addition d'une multitude de gestes à la portée de tous qui peuvent faire une réelle différence dans la réussite des jeunes et dans le développement de leur plein potentiel pour les tout-petits comme pour les plus grands. Plusieurs activités sont donc organisées sur notre territoire. On vous invite à y participer et surtout à continuer de faire des gestes au quotidien pour soutenir la réussite de tous. Et voilà ce qui complète InfoTémis pour cette semaine. Au nom de toute l'équipe de TV Témis, je vous remercie de votre présence et je vous invite aussi à visiter régulièrement notre site web témis.tv ainsi que notre page Facebook pour avoir droit à des reportages et des informations de tout genre sur notre programmation. À la semaine prochaine! Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs.
Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.